Alors, bonjour à tous. Jess. Bonjour. Ça va? Ah oui? Superbe, Franz, en forme? Salut. On a un invité de marque, Oui. Luc Sirois. Ouais. Ça va bien? Allô, salut Benoît! Écoute, Hey, ça j'ai tellement hâte qu'on se raconte encore la fois où on a fait connaissance, qu'on a raconté toute notre vie, puis la vie de nos parents, puis la vie de nos enfants, puis la vie de nos amis, puis la vie On de avait notre juste famille. ça à faire. C'était quelque chose. On est parti de Gaspésie vers Montréal. En auto, dans la plus grosse tempête de neige que Oh j'ai my jamais vue. C'était Star Wars, tu sais, les étoiles, les flocons de neige dans C'était le extraordinaire. pare-brise qui ont l'air des étoiles. C'était malade, mais moi, ça a été un des plus beaux moments de ma vie de pouvoir faire ça avec quelqu'un comme toi. Je me trouvais donc chanceux d'avoir Benoît à moi tout seul. C'était plutôt moi, je vais t'avouer. Et à chaque fois que je donne une conférence, je te cite quand je parle d'innovation. Ben, j'ai écouté votre podcast sur l'innovation, puis je me suis entendu être cité, puis je t'ai entendu répéter Luc Sirois. Oui, c'est bien ça. Alors, écoute, on va te présenter quand même de manière officielle avec Jessica Arnois, qui est sommelière et qui a un talent pour présenter nos invités d'une manière assez unique. Tu le verras. Bien, en fait, merci pour la belle présentation, mais ça va être très simple. Parce que pour moi, Luc, c'est comme si on se connaît. Je regardais le parcours assez impressionnant, puis là, je me suis dit, OK, avec innovation, leader, mentor, ingénieur, tout ce qui va avec, est-ce que je vais dans un vin très technique? Parce que j'aurais pu opter pour un vin qui, technologiquement, est à la fine pointe. Je me suis dit non. Quand je regarde l'homme qui est devant moi, c'est quelqu'un d'accessible, de comique, de convivial. Coloré. Ce que je ressens, coloré. Ben non, c'est pas vrai, ça. Ah, je me suis trompée. Bon, ben, je vais reprendre le verre. Non. Et j'ai décidé d'aller avec le temps des amis. Parce que le vin, c'est fait pour partager. Le temps des amis. Et puis, je trouve que tout ce qui est innovation, il faut être partagé. Et c'est un vin, c'est Syrah. Donc, on continue dans ce qu'on buvait. La Syrah, c'est poivré. C'est à la fois versatile. Et je trouve que le vin prend tout son sens avec qui on le partage. Et moi, je suis fascinée et j'ai très hâte de t'entendre. Alors, voilà, je suis allée dans la simplicité. Est-ce que c'est correct pour... C'est fantastique parce que Santé. c'est ça qui fait que c'est le Santé. fun. C'est ça. C'est quand c'est pas prétentieux puis Santé. qu'on peut qui est vrai, Santé. avoir échanger. du plaisir ensemble. Santé. Merci d'être avec nous. Ben, je suis Vraiment. donc bien flatté, j'en reviens pas. Et c'est la Alors, maison Castel. on va se régaler dans cet épisode. Luc, ingénieur, entrepreneur, mentor, leader et innovateur en chef du Québec. Et ça, c'est vraiment important de le mentionner. C'est pas toutes les provinces qui ont cette chance d'avoir un innovateur en chef. C'est une innovation en soi. Hein. Il y a peu de pays qui se sont dotés de ça. En fait, on pense que c'est peut-être au Québec que c'est arrivé en premier. Ouais. Wow! Bravo. Quelle est la genèse? Ouais, bonne Ouais. question. Ah, et là, vous commencez avec la question. tough. On commence par... Ben, écoutez, je vous dirais, là, parce que dans vos questions, vous posiez la question, tu sais, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit oui au gouvernement? Je pense que puis c'est une leçon de vie pour tout le monde. Il faut... moi, quand je suis revenu du Harvard Business School à Boston, on était peu nombreux. M. de Gaspé-Beaubien, un grand Québécois avec Nanby, son épouse, qui ont bâti l'île Sainte-Hélène pour l'Expo 67, qui ont bâti plein d'entreprises ici. Chaque année, il allait à Boston pour convaincre les Canadiens qui étaient là de revenir à la maison. Moi, ça m'avait rejoint beaucoup. Hein. Son épouse avait dit, pourquoi vous fleurissez pas où vous avez été semé? Wow! Intéressant. Fleurir là où tu as été. Puis quand tu étais à Boston, tu es à l'endroit où tout le monde vient te chercher, tu es prisé, tu es au summum des écoles, et de revenir au Canada, c'est pas facile parce que il faut vraiment... Je peux confirmer. Ah oui, il faut les gens... Tu sais, donc, il y a un gros sacrifice financier, il y a un sacrifice de carrière, d'opportunités. Mais bon, je suis revenu pour faire grandir ma fille proche des grands-parents, pour montrer qu'on est Et je m'excuse pour ceux qui, par hasard, ne sauraient pas que M. Sirois, non seulement il a fait sa formation ici comme ingénieur, mais par la suite, il est retourné à l'école. Il a été à faire son MBA à Harvard. C'est quoi ça, Harvard? Harvard Business School. Donc, c'est le summum. Quand tu parles de summum, c'est le summum.
Ou quoi, un Québécois par cohorte? Ouf. 2 tout au plus? Il y a deux, trois Canadiens par cohorte. C'est ça. Donc, des Donc, fois, il y a un Québécois. merci dans de ça. le souligner. Mais moi, j'ai décidé de revenir, puis je me suis dit, regarde, on va montrer comment on peut bâtir des entreprises technologiques chez nous, comment on peut faire en sorte qu'on fait que le Québec, chez nous, devient extraordinaire. Tu sais, vous en êtes des exemples de gens qui font ça, puis je me suis dit, je vais faire ma part, puis je fais ça pour nous, pour nos enfants, puis ça m'a toujours habité. Fait que tout à coup, que ça soit devenu comme ma job à temps plein de porter ce Wow. message-là comme innovateur Une en cause. chef. Ben oui, parce que Merci. c'est une question de créer une société comme on en rêve, Ouais. pour que nos enfants puissent créer des nouvelles choses, avoir un canevas pour le faire, les moyens que ce soit une société innovante, créative, qui les supporte. C'était pour ça. Mais Hey, parlant Jessica a dit quelque chose d'important. Un mot. Merci. Merci. Ouais, Ah, vraiment. Ben, C'est merci à parce que vous. ça Il demande, faut qu'il y ait des gens comme vous qui Santé. font arriver santé. des choses qui montrent qu'on peut bâtir et puis qui donnent l'exemple. Ben, tu parles des enfants. Parlant de ça, ton enfance, c'était comment? Ça se passait comment pour que tu arrives à innovateur en chef? Ouais. T'étais-tu un patenteux? Ben, tu sais, ce qu'il faut comprendre, moi, j'apprécie beaucoup quand Franz, on a appris à se connaître au travers des années, j'entendais tes histoires, puis je t'ai entendu la raconter encore au début de cette série de podcasts, comment tu étais un fruit de l'éducation. Mm. Pour moi, ça a été ça beaucoup parce que moi, quand je suis petit, mon père est décédé. Je suis tombé orphelin, puis avec une maman qui travaillait très fort, mais qui avait pas beaucoup de moyens, puis j'ai été élevé par ma grand-mère à la maison. Fait que d'être tout à coup... Puis avant que mon père décède, j'ai vécu dans beaucoup d'années de difficultés, de maladies dans la maison. Fait que rapidement, quand tu es jeune dans un contexte comme ça, l'univers te fait comprendre, hey, faut que tu sois à la hauteur. Faut que tu sois responsable. Faut que tu fasses les bonnes choses. Fait que ça l'a... Et puis, tu as été élevé par une grand-mère qui vient de Lac-Mégantic, puis du fond de la Beauce, avec des valeurs très ancrées, de la discipline, une grand-mère aveugle qui nous prenait soin de nous, qui était comme, je la raconte souvent, c'était comme si c'était Alexa dans la maison. Tu sais, on disait « Maria? » Oui. Elle répondait à n'importe quelle Mais en question. même temps, tu as dû développer beaucoup d'habiletés relationnelles par le fait qu'elle était aveugle. Ben peut-être, c'est une bonne observation, Benoît. Je n'avais pas pensé que ça a certainement ancré beaucoup l'humilité pour moi. Je me rappelle toutes les fois où j'étais à genoux dans le coin parce que j'avais été un petit peu trop prétentieux. Ça m'avait marqué. Puis aussi la résilience, parce que ce qui m'a marqué beaucoup dans une expérience comme ça quand tu es jeune, c'est qu'après, il n'y a plus rien qui peut aller mal. Il n'y a plus rien qui est un problème. Parce que tout est relatif. Personne meurt. Là. Personne n'est en train de... Et puis, à ce moment-là, écoute, il y a comme ça aurait pu être déprimant, mais c'est l'inverse qui est arrivé. Moi, j'avais un optimisme inébranlable dans tout parce que il n'y en a pas de problème. Je ne peux pas être malheureux. C'est une perspective. Hein? Ben non, tu ne peux pas être malheureux. Ah, Voyons donc. Ben non, regarde, tu as la vie, tu as la santé. Pas grave. Wow. Le reste, on va arranger ça. Et l'électronique semble être arrivée très tôt quand Ben, même. t'es bien fin de dire ça, oui, parce que dans notre coin, ma mère nous amenait à la bibliothèque. Et ça, c'était important. Puis là, de découvrir la bibliothèque. Écoute, c'est un univers de découvrir des livres. Et puis là, de tomber sur un livre d'électronique qui nous faisait réaliser que, hey, attends une minute, on peut nous-mêmes inventer des patentes qui vont faire des choses. Tantôt tantôt une barrière électronique, tantôt un orgue électronique, tantôt un oiseau synthétique, tantôt ceci, cela. Hey, là, j'ai dit, wow! Et là, de ramener ce livre-là à la maison, puis je me rappelle de me retrouver dans le magasin de pièces d'électronique avec haut comme 3 pommes, puis le monsieur qui me vendait des résistances à 3 cents chaque. Je me dis, hey, aujourd'hui, je me dis, tabarnouche, je ne vais pas faire beaucoup d'argent, ce monsieur-là, ça se peut pas. Mais, et puis, comme ça. Et là, ben oui. Puis, et là, dans notre coin, il y avait une couple d'ingénieurs qui se sont dit, hey, on va leur montrer à ces jeunes-là comment faire des choses. Fait que, premier intérêt, la bibliothèque. Deuxième intérêt, des ingénieurs dans le village.
qui se sont impliqués, qui ont ramassé la gang de bombes, Wow. qui ont loué la cabane du Cercle des Fermières dans le fin fond de Saint-Eugène, puis qui nous réunissaient pour apprendre à souder, apprendre à fabriquer des trucs. Fascinant. Et oui, puis écoute, ces gens-là, j'aimerais les retrouver aujourd'hui. Peut-être qu'ils nous entendent. Entre autres, Pierre Chénier, qui est ingénieur, peut-être qu'il va nous entendre. D'avoir fait cette contribution-là pour nous autres, une gang de jeunes qui n'avaient vraiment pas beaucoup de moyens puis un avenir bien brillant, ben ça a fait toute la différence. Mais comme quoi, des personnes, sans s'en rendre compte, ont des impacts tellement Majeur. significatifs, Mhm. alors que c'est un simple geste peut-être pour celui que tu viens de mentionner. C'est que ça plante des semences qui grandissent et qui restent. Mm. Ensuite, oui, il y a l'éducation, puis des professeurs qui ont marqué le parcours, qui ont dit « Hey, on va créer une occasion, les expos-sciences. » « Hey, Luc, je me rappelle, notre professeur de sciences physiques. « Hey, Luc, connais-tu ça, les expos-sciences? »« Non, c'est ça. Ah, donc, tu devrais explorer ça. Là. Inscris-toi, c'est à Montréal, tu vas aller... À Montréal? Wow, attends une minute. » C'était... Et puis, des occasions comme ça, pour moi, ça fait toute une différence. Puis je pense qu'il faut faire à notre tour, Absolument. créer des occasions Ces comme ça. petits moments, j'aime beaucoup. Mais Luc, avec tout ce que tu nous racontes, est-ce que ton rêve de jeunesse était aligné avec l'électronique, avec l'innovation, la technologie, ou c'était vraiment autre chose? Écoute, moi, j'avais cette fascination-là de créer. Pour moi, l'électronique, c'était « Wow, attends une minute, là. On connecte des trucs dans une certaine façon et ça fait comme de la magie. » C'est ça, c'est comme vivant. Oui, là, ça crée... Là, tu crées quelque chose qui, tantôt, t'aide à communiquer, tantôt, te divertit, tantôt, te soigne. Ces boîtes noires-là, avec des boutons, ils ont des pouvoirs magiques. Fait que moi, c'était cette possibilité-là de créer des choses vivantes, comme tu le dis, Jess. Ça m'a beaucoup fasciné. Puis, plus tard, oui, ça... Mais tranquillement, dans ma première start-up, on pourra en reparler, on a créé des instruments médicaux pour traiter le cancer. On pourra en reparler. Mais rapidement, je me suis rendu compte que, créer des boîtes noires avec des boutons qui font de la magie, c'est un peu limité. Mais je me rends compte que si on crée une boîte de personnes, des équipes, des organisations, des compagnies qui font de la magie, là, c'est vraiment extraordinairement puissant. C'est exponentiel. Ouais, Une grande vision, mais être capable de réaliser, c'est encore plus beau. Bravo. absolument. Et dans le côté profession, ton premier boulot, là, ou une de tes premières carrières, ça a été dans la télécommunication avec les hauts et les bas de l'époque, qui t'a amené chez Bell en 93, une année glorieuse. Ben, Donc, dis-moi donc, cette carrière-là qui a commencé dans ce contexte-là, t'as beaucoup apporté, j'imagine? c'est fou parce que, ben, il y a comme le désir d'avoir un impact. Et puis, le monde des télécommunications, ben, c'était le monde où on pouvait imaginer que c'était tout le début de la transformation, de connecter les gens, leur permettre de parler. Il y avait l'émergence des nouvelles technologies qui commençaient. Fait que pour moi, cet univers-là me fascinait pour cette raison-là. Puis ma première job, tu sais, j'avais toute cette vision-là de transformation numérique du monde. Même ce terme-là n'existait pas à l'époque. Mais du futur, des télécommunications, avec des fibres optiques là, qui allaient nous téléporter à travers Déjà, la planète. à ce temps-là. C'était des visions du futur parce que c'était pas encore commencé. Il n'y avait pas de câble de fibre optique encore. Mais ma première job, c'était pas ça pantoute. J'ai planté des poteaux de téléphone. Faut tout commencer quelque part. C'est comme la vie de la vaisselle. Pour Bell. Juste un peu Pour plus Belle. dur. Puis là, tu peux me dire, ben, pourquoi tu as accepté de faire ça? Parce que là, c'est vraiment loin de la vision de bâtir l'avenir des technologies. Là, planter C'est le point de départ. Tu sais, j'étais quand même... J'étais quand même ambitieux, puis à l'école, j'étais quand même pas le dernier de classe. Là, mais ce qui a fait que j'ai accepté ça, c'est que le chef du département qui m'a recruté, il dit « Regarde, Luc, attends une minute, viens avec moi, là, tu vas planter des poteaux de téléphone. Mais sache que ce qu'on est en train de bâtir, c'est l'avenir
des télécommunications. On a besoin du monde de talents qui sont créatifs, qui sont capables de prendre des choses pour faire des projets différents. Mais si tu ne viens pas dans notre département, on ne pourra jamais emmener les ordinateurs. On ne pourra jamais apprendre comment on utilise des fibres optiques. Donc, je ne pourrai jamais enseigner à tout le monde si je n'ai pas des personnes comme toi pour l'apprendre puis le montrer aux autres puis faire en sorte de faire arriver des changements. Viens-t'en, puis tu vas voir, on va avoir du fun. Bien, Waggy Rabat, Stéphane Vaillancourt, 30 ans plus tard, je suis encore ami avec eux. Wow. C'est des gens qui sont devenus présidents des Y du Québec, PDG des Y du Québec, qui continuent de changer les choses dans leur vie. Mais ça a été la connexion humaine profonde qui fait qu'aujourd'hui, je dis encore à mes enfants, regarde, choisis pas la job, choisis les personnes avec qui tu vas travailler. C'est vraiment intéressant. Il y a vraiment une belle leçon d'humilité aussi derrière ça. Peu importe si tu as un diplôme ou pas, où tu commences, là, ça peut être, en fait, insoupçonné aussi, là. Dans ce cas-là, c'était exactement ça, parce que c'était pas la gloire, c'était les gens. Au niveau de la télécom, Franz, t'en es un autre qui a opéré beaucoup dans la télécom. L'évolution, toute ton expérience, parle-nous un peu de ton expérience dans la télécom. Ça a évolué vite, mais ça évolue encore plus vite. Oui, bien là, c'est sûr que cet univers-là allait exploser. Puis, une petite anecdote, si je peux me permettre, Benoît, c'est... Oui, c'est dans tout le sens du terme, exploser, oui. Oui, ça finit par exploser, solide. Oui, quand c'est arrivé. Puis moi, je me voyais, là, j'étais en train de travailler sur ça allait de quoi mon projet de start-up, puis comment j'allais bâtir une entreprise là-dedans. Déjà à cette époque-là? Ben oui. Là, je m'étais vraiment... je m'étais vu faire ça beaucoup sur... mais je m'étais rendu compte, puis là, c'est là que le MBA était important, je m'étais rendu compte que, wow, comme ingénieur, bâtir une entreprise, là, il manque des outils. Donc, d'aller faire ça, comme toi, Jess, en fait, hein, on s'équipe bien, puis ça nous sert bien après. Mais c'est sûr que je me voyais bâtir une entreprise de télécom jusqu'au boss. À l'époque, puis l'anecdote, c'était clair au début. En 93, en 94, j'étais retourné à l'école les soirs pour faire un certificat en journalisme. De là vient ton éloquence. Ah, tellement. Vous êtes bien gentil, mais... non, mais c'était pas ça du tout. C'était que je me disais, wow, attends une minute, là. Je vois comment le monde des télécommunications évolue, le monde de l'information évolue, puis ils sont en train de se connecter, puis un jour, le monde des télécommunications va complètement changer le monde des communications, le monde de l'information. Donc, c'est important de comprendre comment le monde de l'information fonctionne, parce que quand les deux vont arriver ensemble, on va être mieux outillés, puis on va pouvoir faire arriver ce futur-là. Mais là, j'expliquais ça à mes professeurs de journalisme. Ils trouvaient... Ah non, mais j'étais le mouton noir. Ah oui, j'étais le mouton noir. Là. Il disait, t'es ingénieur, tu prends la place de journaliste. Qu'est-ce que c'est rafraîchissant. Oui, mais là, écoute, je comprenais pas qu'ils comprenaient pas, mais on se comprenait pas du tout. Ouais. Fait que finalement, le futur est arrivé. Hein. Ben oui, rapidement, plus rapidement qu'il ne le pensait. Ben oui, l'arrivée de la haute vitesse, la capacité de transmettre. Hey, vous rappelez-vous la première chanson que vous avez downloadée? Rappelez-vous de ça? Ah oui. Hein, je suis sûr, c'est avec votre modem en quelque part. Puis là, vous appuyez là-dedans. Puis là, wow, là, vous êtes capable. Mais ensuite, c'est vrai parce que c'était DSL, Digital Subscriber Line. Quand c'est arrivé. Puis ensuite, America Online, la transformation d'être connecté, de pouvoir échanger. Bon, toute cette transformation-là est arrivée. Mais le crash est arrivé. Puis avec ce crash-là, mon rêve s'est effondré. Wow! Le crash que Luc parle, c'est la bulle de l'Internet, des dot-com. Donc, ça a tout... Parce que toutes les entreprises en télécommunications surinvestissaient. Avaient tout misé là-dessus. Énormément. Puis ensuite, il y avait tellement d'argent qui était gaspillé dans du n'importe quoi. Évidemment, wow. Il y a aussi... faut rappeler aussi que le bug de l'an 2000 faisait en sorte que plein de compagnies surinvestissaient parce que dans de l'inventaire, mais aussi prévoyaient des systèmes de redondance au cas où l'an 2000 arrive puis que les systèmes tombent mortes. Nortel, ça résonne beaucoup en moi là, en ce moment. Ben oui. Wow. Écoute, à ce moment-là, ça a été, est-ce que
imaginez encore le rêve de la boîte noire qui fait de la magie, qui est bonne pour l'humanité. Là, je me suis dit, il y a peut-être d'autres boîtes noires qui font de la magie utile pour l'humanité, qui n'est pas de la télécom, mais qui est quand même des boîtes de technologie. Puis c'est là que le secteur des technologies de la santé est devenu évident. Parce qu'après que la poussière soit tombée, ben le secteur des technologies de la santé, il y a toujours une demande pour. C'est vrai. Elle est toujours constante. On a toujours besoin de mieux soigner les gens. Ouais. On est toujours avide de nouvelles technologies pour y arriver. Puis c'est là que j'ai regardé ce secteur-là. Tu as un parcours professionnel et de formation fascinant. Il faut quand même le mentionner. Génie électrique à McGill, deuxième sur 400 étudiants environ. On a fait nos devoirs. Directeur du marketing multimédia chez Bell. Formation en journaliste à l'UDM, tu l'as mentionné. Harvard, MBA Harvard, c'est quoi la clé de ce succès d'une carrière, d'un passage à l'autre, où tu trouves toujours une piste pour innover, pour trouver une opportunité dans des endroits tellement différents? Écoute, premièrement, il y a je pense qu'on doit, comme Québécois, comme Québécoises, être ambitieux. Oui. Et ça, il faut donc avoir le désir de bien faire les choses, d'aller le plus loin, de faire des choses extraordinaires. Puis, il faut alimenter nos enfants avec ce désir-là. Pas d'être les meilleurs, mais de faire tout notre possible pour être le meilleur possible. Attitude compétitive. Bien, ça peut venir avec un peu de ça, mais il faut pas avoir honte de ça. Moi, j'étais... Tu sais, je suis atterré des fois quand j'entends... je les nommerai pas parce qu'ils seront pas contents que je dise ça, mais certains jeunes dans mon entourage, dans leur adolescence, qui m'expliquaient toute leur tactique pour être bien certains d'être en plein sur la moyenne, pas en haut, pas en bas, puis certainement pas les meilleurs de classe. Fait que, mais moi, comme orphelin, ben j'avais ce désir-là de montrer à tout le monde que j'allais être un bon garçon pour ma famille, puis j'allais vraiment... être rigoureux. Oui, dans l'adversité. Donc ça, c'est sûr qu'il y a ce fond-là. Après, sur comment aller d'un projet à l'autre dans une carrière, ben c'est parsemé d'échecs. Tout ce qu'on voit, c'est comme les succès, mais c'est sûr que toutes les choses qui n'ont pas marché, on en parle moins. On en parle moins, mais elles ont toutes eu lieu au courant. Il y a beaucoup de projets qui n'ont pas fonctionné, il y a beaucoup d'initiatives qui n'ont pas fonctionné, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas fonctionné. Mais celles qui fonctionnent, ben, et c'est ça la beauté, c'est de savoir que c'est pas grave. Là, je sais que c'est cliché, mais on finit toujours par réussir parce que on lâche jamais. OK, tu changes, tu recules. C'est comme de l'eau qui descend à travers des roches. Elle trouve son chemin. Donc, et c'est ça qu'il faut retenir. On finit par trouver son chemin, mais il faut juste continuer d'avancer. Ça va finir par arriver. C'est intéressant ce que tu dis là, Luc, parce que nous, en tant que Québécois, on a souvent peur de l'échec. On a souvent peur de pousser les limites. Question d'avoir peur d'échouer. Ben, on est éduqué. Il faut toujours avoir 100%. On peut pas, l'échec à l'école, c'est négatif et tout ça. Donc, puis je lisais dans la presse aujourd'hui, je pense, l'importance de l'échec scolaire, ça fait partie de l'éducation. Il faut créer un peu d'adversité. Mais en même temps, tu vois, ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont peur de l'échec aussi. Il faut... Et les bons entrepreneurs, ben, et moi, ça a été comme ça. Je voulais tellement que ça marche que tu prends... Premièrement, j'étais un peu plus âgé. Je n'ai pas parti des entreprises dans mon adolescence. Là, j'avais 30 ans. Comme beaucoup d'entrepreneurs à succès, ils ont pris le temps d'apprendre des choses. Et là, ils sont prévoyants, ils anticipent tous les risques et ils gèrent en conséquence. Et quand tu sais, il peut arriver ci, il peut arriver ça, il peut arriver ci, il peut arriver ça, tu es capable de voir toutes les possibilités dangereuses et que tu mets t'agis en conséquence de protéger ici, protéger ça. Tu vas dire c'est contre-intuitif, mais être un entrepreneur à succès, moi, je trouve,
c'est certainement pas d'être flyé puis d'être fou. C'est d'être vraiment bien organisé pour te protéger de tous les risques de la façon possible. Il en reste quelques-uns, mais tu mets toutes les chances de ton côté. Oui. Et d'ailleurs, tu parles qu'on ne célèbre pas nécessairement nos moins bons coups. Je me rappelle dans notre ride qui n'arrêtait pas de ne pas arrêter, hein, comme on dit, de Gaspésie à Montréal, tu m'avais raconté une anecdote savoureuse que j'aimerais que tu partages à notre auditoire. Jess, peut-être tu ne la connais pas. À MBA... Attends, il ne faut pas que tu brûles le punch. Il ne faut pas que tu brûles le punch. Tu vas me parler d'une rencontre particulière. D'une rencontre improbable. Pire qu'une statistique improbable, j'aimerais peut-être que tu nous la partages parce qu'il y a une leçon derrière ça. Bien, ça me fait toujours un peu rire jaune maintenant, mais quand tu es à Harvard, ben les gens sont dans le monde des affaires, dans le monde politique, sont heureux de venir sur le campus rencontrer les étudiants. C'est un privilège extraordinaire. Tu sais, nous, on est des nobody, on est tous des jeunes, mais pour les visiteurs, ben, c'est l'institution, fait que nous autres, on est bien heureux. Dans mon cours de Managing in the Cyberspace, ça s'appelait comme ça le cours parce qu'il y avait comme, à l'époque, l'Internet, ça n'existait pas, mais ça commençait à exister, c'est vrai, ça commençait à exister, mais c'était une des nombreuses options du futur. Quelle année, là? C'est 95. 95. Ben, il y avait des entrepreneurs qui venaient nous rencontrer, puis dans le cours, on parlait de leur histoire. Puis là, il y en a un, on me dit, ça vous tente de venir au petit déjeuner, il va être là pour prendre un petit déjeuner avec vous avant la classe. Dans notre classe, on est une centaine. Puis je dis, bon, ben, on va me lever. À 7 h du matin, c'est un peu de bonne heure, mais bon. Il y avait du café. Ben oui, puis des beignes. Des café, on mangeait du café, des beignes. Fait je me pointe. On était 3 étudiants qui se sont pointés. Non. Sur 100. Sur 100 dans ma classe. Puis là, on mangeait des beignes avec ce monsieur-là qui avait fait un midlife crisis, une crise de milieu de vie là, dans sa quarantaine, qui a décidé de tout lâcher. Il était banquier, puis il dit, moi, je veux faire quelque chose dans la vie. Puis là, j'ai vu dans mes études que l'Internet allait changer le monde, puis moi, je vais tout aligner comme il faut. Fait qu'il avait parti un site de commerce électronique qui vendait des livres usagés. Puis là, il était là, puis il essayait de nous recruter, les 3 étudiants qui étaient là. Puis là, on disait, ben là, tu sais, vendre des livres usagés, t'es-tu bien sûr de qu'est-ce que, tu sais, c'est quoi le futur que t'as? Tu sais, comment tu vas qu'est-ce que tu fais avec ça? Puis, ben là, ensuite, écoute, là, c'est des livres, on va vendre des livres, on va devenir comme une librairie en ligne, puis les gens aiment ça, acheter des livres, vous allez voir, ça va vraiment marcher. Là, il a conseillé, écoute, vends à Barnes & Noble, parce que, tu sais, pendant que tu peux, parce que, tu sais, il ne faut vraiment pas réussir, tu sais. Son entreprise, hein, on la connaît aujourd'hui, s'appelle Amazon. Puis c'était M. Jeff Bezos qui était là. Incroyable. Mais c'est intéressant, hein? J'ai eu des frissons. Non, mais Luc a été parmi les 3 à se présenter. Il n'a pas accepté la job, mais il a vécu ce moment-là quand même. Il n'y a personne qui a accepté d'embarquer dans l'aventure. Ben non. Puis, écoute, il cognait je me rappelle, là, il cognait sa table, il dit, vous comprenez rien, puis là, bang. Vous comprenez rien, c'est tu sais, les grandes familles, les grandes fortunes, les grands changements industriels, ça se bâtit comme ça, puis c'est ça qu'il faut faire. Prenez une bouchée de beigne. Mais c'est fantastique, non? C'est extraordinaire. Disruptif. Exactement. Il croyait tellement. Mais personne il croyait jusqu'à temps que ça arrive. Mais c'est adapté parce qu'on est loin des livres. Là, oui. en fait. Mais les livres... Ben oui, mais il a commencé par une chose, puis après ça, il s'est adapté. Mais parlant d'entrepreneur, t'en es tout un également. Il faut quand même savoir que tu as réussi dans un domaine, la santé, dans lequel... peu de gens réussissent. C'est un domaine si complexe. Oui, bien, je ne le savais pas à l'époque parce que je ne l'aurais pas fait. Là. J'avais su. Donc, Resonant Medical, je ne sais pas, je le dis bien. Oui, en français, même Résonant Médical, mais ouais. Ça a été toute une aventure. Merci. Bien, écoute, ça a été... c'est une entreprise qui est née de l'idée d'un scientifique, Tony, qui avait... inventé une nouvelle façon à l'hôpital général de Montréal de mieux faire le traitement de radiothérapie. Puis, et là, ça a été
avec un ami commun qui nous a assemblés. On s'est mis ensemble et ça a été un transfert technologique. Donc, toute la chaîne là, de l'invention dans le milieu académique à faire qu'on brevette ça. Ensuite, qu'on incorpore une compagnie, qu'on transfère la technologie dans la compagnie, que la compagnie convainc des investisseurs de pré-démarrage, qu'on appelle pre-seed, de mettre un petit peu d'argent pour qu'on puisse développer un prototype et puis ensuite qu'on attire d'autres financements pour qu'on transforme le prototype en quelque chose qui était présentable, puis toutes les étapes. C'est ce qu'on a fait. Puis tu as raison, on ne savait pas ce qu'on faisait. Avoir su que c'était un secteur qui est tellement difficile. Et complexe. Oui, c'est plus facile en télécom parce que les contraintes réglementaires, les acheteurs convainquent un hôpital d'acheter ton produit, mon Dieu. C'est lent. Le cycle de vente est très lent. Et ça a été une de mes grandes réalisations, comment au Québec, on est fermé à l'usage des innovations. Parce que finalement, on a bâti le produit, on l'a fait homologuer, on a résolu toutes les inconnues scientifiques, technologiques pour faire que la machine fonctionne. On a fait homologuer au Canada, en Europe, aux États-Unis, en Asie. On a vendu nos produits, cette machine-là qui améliore le traitement du cancer du sein, du cancer de la prostate. On l'a vendu dans 175 hôpitaux partout dans le monde, dans toutes les nations, avant de réussir à en vendre un chez nous. Est-ce que ça l'a vraiment changé? Oui, mais pas beaucoup. Nul n'est prophète dans son pays. Non, parce que et c'est là qu'il faut avoir une approche équilibrée. Parce que les raisons pour ne pas acheter d'innovation, fondamentalement, elles ne sont pas mauvaises. On dit, on veut protéger le patient, on veut s'assurer que ce qui est utilisé avec les patients, ça a été éprouvé. Bon, et on ne peut pas être contre ça. On ne veut pas faire du mal aux patients. Mais dans une approche d'innovation, il faut être capable de créer un environnement, un carré de sable, un environnement où on peut essayer des nouvelles choses, identifier les problèmes, les améliorer dans un risque contrôlé. Et là, quand on voit que ça peut fonctionner, là, être les transférer, dans ce cas-ci, pour le traitement des patients. Des technologies médicales, en moyenne, pas la moyenne, la médiane, pour que entre la découverte puis l'usage répandu auprès des patients, la médiane, c'est 17 ans. Hein? Ça veut dire aujourd'hui, ans? il y a plein de traitements, de machines qui améliorent le traitement des gens qui ne sont pas utilisés parce que tout le chemin d'approbation, de confirmation, d'homologation, de développement. Bon, on l'a vu avec le vaccin contre la COVID. Quand on se met... On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, puis on enlève toutes les barrières, puis on le fait. C'est quand même testé. On est capable de compresser ça 17 fois. Bien, c'est ça. Il faut avoir une approche balancée. C'est pas qu'il faut... On ne veut pas vendre de l'huile de serpent, du snake oil aux gens, mais on veut certainement ici être dans ceux qui ont le courage d'essayer les nouvelles choses et de protéger les patients ce faisant, mais de leur en faire bénéficier. Absolument. Le temps file. Il faut qu'on... Tu nous amènes Benoît, une piste. on n'a pas 8 heures comme quand on revenait de... Non, on n'a pas 8 heures. J'aimerais donc. Je me suis tellement... Vraiment, je me suis servi, gavé. Moi aussi. On est fermé à l'usage des innovations et tu es reconnu au Québec, au Canada et dans le monde. Pour être le champion de l'innovation, on a créé un poste l'innovateur en chef. Qu'est-ce que tu as appris à travers... Parce que je te vois aller, tu parcours, tu sillonnes le Canada, le Québec particulièrement, bien sûr. Qu'est-ce que tu as appris sur l'innovation ou les facteurs, les éléments vraiment importants et soupçonnés peut-être? Bien, il y a plein de concepts généraux qu'on connaît tous. Dans les émissions, vous en avez partagé plein, puis ils sont tous importants. Le carré de sable, c'en en est un, puis là, je vous ai donné un exemple bien personnel là-dessus. Moi, ce que je retiens, c'est, puis vous en avez parlé aussi dans un podcast, c'est la notion d'empathie.
une bonne innovation, c'est pas une bonne idée, c'est un bon problème qu'on arrive à régler. Fait que la sensibilité, la perception, l'écoute de ce qui est... L'écoute de ce qui est dit, l'écoute de ce qui n'est pas dit, l'écoute de la façon que les choses sont dites, l'écoute par l'observation parce que ça ne sera jamais dit parce qu'on ne le voit pas. L'écoute des signaux, les chuchotements, je dis. Quand comme personne, on a un petit quelque chose qui nous tarabuste, moi j'appelle ça un chuchotement. La vie te chuchote. Et tes antennes, toutes tes cellules de ton corps perçoivent un problème à régler, quelque chose qui ne devrait pas être comme ça. Puis, mais par souci de conformisme, tu éteins ça, tu veux surtout pas lever la voix, tu veux surtout pas pointer les choses qui ne fonctionnent pas, comme jeune, comme citoyen, comme gestionnaire. Mais c'est ces petits chuchotements-là qui pointent vers les grandes innovations, les grandes opportunités, puis il faut être capable de les écouter. Très profond, hein? Oui, ça sera certainement un extrait qu'on va mettre en lumière d'une manière approfondie parce que je ne m'attendais pas à une réponse comme ça. C'est très rafraîchissant, très intéressant. Après la technologie, on l'assemble, on est pas mal bon dans... On trouvera, on connectera les points, on ira chercher les morceaux, on le mettra sur une puce, on l'encapsulera, on trouvera les algorithmes d'intelligence artificielle. Mais le problème qu'on règle, puis c'est la force de la solution qu'on va développer. Ça nous amène à la partie questions inédites. Es-tu prête? Oui, ça, boy. Prends-toi peut-être un verre de vin. Oui, je vais prendre une grosse gorgée. Et on en a sélectionné quelques-unes parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. La première, c'est qu'est-ce qu'on devrait savoir de Luc Sirois que peu de gens savent? On sait que tu portes le nœud papillon, ça on le sait. C'est magnifique. Ben, que je suis gêné, peut-être. Paraît pas. Ben merci, mais je me soigne. D'accord. Je pense que c'est... Donc, je vais être très extraverti, je vais pas être gêné de prendre le micro, puis je vais porter ces messages-là. Mais c'est sûr que... c'est pas par... c'est pas par ego, c'est parce que c'est vraiment important que ces choses-là arrivent. Puis là, la vie passe trop vite, et puis c'est important de prendre le micro puis de faire avancer les choses. Là. La cause plus importante que tes barrières. Ben oui, parce que ça permet de dépasser ces barrières, parce qu'on le fait pour les bonnes raisons. On le fait pour... Moi, je le fais pour le Québec, je le fais pour mes enfants beaucoup. J'accueille ma fille aujourd'hui là, qui a été attirée par l'Allemagne, qui s'est installée là-bas, qui grandit des racines là-bas, puis je me dis non, il faut que ça se passe au Québec. Là. Vraiment rafraîchissant, Luc. Je me serais jamais douté de ta gêne après t'avoir vu parler sur une scène, je dois dire. Ceci étant dit, une chose qui passionne Luc Sirois aussi, dans ton quotidien, on sait que tu es très occupé, mobilisé par ton travail, bien sûr. As-tu une autre passion? Bien, je me dis quand je vais être vraiment à ma 3e retraite, là, j'aime la production vidéo. J'aime le médium du vidéo. J'aime... mais ma famille me trouve fatigant. Puis vous m'avez vu en tournée, je fais des clips vidéo. C'est fou, j'ai eu toutes les générations de caméras qui existent, toutes les générations de tables de montage qui existent, tous les logiciels de montage qui existent. Maintenant, je fais tout ça avec l'iPhone, c'est malade. Wow, Par fou, curiosité naturelle pour ce Ben, il y a peut-être une espèce de quête de figer le temps. Puis le médium du vidéo, c'est du temps qui est cristallisé et qui prend comme un bon vin beaucoup de valeur avec le temps. Regarder des vidéos ou des vieux films ou des vieux 8 mm de tes grands-parents, c'est des moments incroyables. C'est revivre l'histoire des gens, des moments de ta vie, ceux de qui t'aiment. Wow! Tu as fait Harvard, tu as fait toutes sortes d'écoles, tu t'es formé dans différentes disciplines, tu as côtoyé beaucoup de gens dans le monde des affaires, tu as été entrepreneur, tu as côtoyé beaucoup d'entrepreneurs, tu en côtoies encore beaucoup. C'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu dans ta carrière? Oui, vous m'aviez donné un heads-up sur cette question-là. Vous allez trouver ça drôle, là, mais
moi, je pense qu'un des meilleurs conseils que j'ai eu, c'est de mon épouse, avec qui j'ai été que je suis encore depuis plus que 30 ans, qui a tout fait les... Puis son conseil, dans les premières années de notre vie ensemble, c'était « Hey, il faut que tu dormes plus. » Oh! C'est important. fonctionné? Ben oui, parce que Oh! c'est important de bien dormir, c'est important de faire de l'exercice parce que C'est vrai. pour avoir c'est comme la résilience, l'intelligence, la rapidité d'esprit, Ouais. la bonne humeur, la capacité de continuer, puis de rester fort, de garder le moral. Ben, si tu dors bien, tu fais Donc de quoi, un l'exercice. 7 heures? Oui, 7 heures. Ah D'accord. oui. Franz, je serais curieux. Oui, ouais, c'est pour ça que je me suis revirée vers France. Quand, 4 heures? quand je peux. Mais est-ce que c'est tu arrives à 4 faire heures. des... 5-6 heures. Oh Et my toi, God. Jess? Ah, moi, c'était 4 heures avant. Moi, pour moi, Oh my dormir, God. c'était... Ah non, j'adore vivre, moi, le plus... Puis, je tends vers le 6 heures. OK. non. Wow. OK. Pour faire un peu de pouce là-dessus, ça, vraiment, je suis curieux de t'entendre. On est curieux. C'est avec toutes les rencontres que tu fais, on s'est vu en Gaspésie. Je te voyais à droite, à gauche, avec toutes sortes d'entrepreneurs, les pêcheurs. T'en as vu du monde, t'en as vu des industries, t'as vu des succès improbables. C'était pour ça, le temps des amis. Je Ben- faisais ci dessus. Ben oui, Écoute, c'est important de Y voir les gens. a-tu une rencontre qui t'a marqué plus qu'une autre? Ben, écoute, moi, j'ai été beaucoup fasciné, puis ça l'a beaucoup influencé la façon que je fais les choses. La rencontre avec David Pico, qui était le fondateur de ce qui est de Canadian Consulting Group, qui était du BCG au Canada, tout ça. Cette personne-là, c'est une personne qui avait énormément d'énergie. C'est un Américain qui avait épousé une Canadienne et s'était investi à bâtir Toronto. Un Américain qui était le plus capitaine Toronto, capitaine Ontario que j'avais... Et c'était, on l'appelait... parce qu'à un moment donné, il y a eu le cancer de la prostate. Ça a été son dernier combat. Et on a dit que c'était le plus grand maire de Toronto que Toronto n'a jamais eu comme maire. Wow. Parce qu'il dit non, moi, je ne veux pas devenir un élu. Je veux avoir toute la liberté de faire des projets, de lancer des initiatives, de rallier les gens, de les emmener avec l'intelligence, de le creuser pour trouver des bonnes réponses, partir des choses pour revitaliser ce qu'on est capable de faire au Canada. Et il le faisait avec beaucoup d'empathie aussi, beaucoup d'humanité. Quand tu étais à côté de cet homme-là, c'était un homme extraordinaire, avec énormément de ressources, très respecté, mais tu sentais toujours que tu étais une personne importante, de talent. Tu te sentais grand à côté en sa présence. Il faisait sentir les gens plus grands qu'eux-mêmes. Et ça apportait de la lumière. Oui, et donc, tu avais le goût de t'engager dans ces folies. Et puis, ben, je suis pas à Toronto, hein, je suis au Québec. Et puis, il y a un peu de David Pico là, derrière ça. Franz, je te laisserai conclure. Luc, rapidement, là, si on se projette dans le futur, dans 20 ans, OK, l'innovateur en chef que tu es aujourd'hui, tu seras un succès parce que... Parce que nos jeunes auront bâti des entreprises, auront inventé les technologies qui vont nous soigner, auront inventé les technologies qui vont avoir éliminé les gaz à effet de serre, vont avoir créé des villes où on est heureux ensemble, on prend soin de nos grands-parents à la maison, on vit avec bienveillance, on est le Québec qui brille dans le monde, qui montre aux autres comment une nation peut arriver à développer la façon de vivre en société qui est exemplaire. Bravo. Est-ce que c'était scripté, ça? Parce que Ah, c'était c'était tellement tellement- élégant. Ça C'était dit du magnifique. Merci. Ça parlait du cœur. Écoute, dernier exercice pour toi. On t'a demandé de nous écrire un petit mot dans notre calepin de star. Ouais. Et j'aimerais ça que tu nous dises ce que tu as écrit. Ben, vous m'avez posé la question, à quoi tu penses là, en rentrant dans le studio? Ben là, honnêtement, ce que j'ai écrit, j'ai écrit « My God ». Je suis vraiment pas sûr que je mérite d'être ici. Ma petite histoire n'est pas vraiment grand-chose versus celle de ces grands leaders inspirants qui viennent ici. Mais coudonc, on y va, on fait ça pour la jeunesse. Bravo. Wow! Ah, super. Santé. Merci. Humilité. Merci, Luc. C'est ça, un grand leader. Mais Bravo. santé. Ton papa Santé. serait Merci fier. beaucoup, Luc. Ah, merci. Vraiment. Merci. Santé.